Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ces vidéos de présentation de pré-rentrée de l'AS Chimie. Donc, on va commencer avec la présentation de l'atome. Donc, l'atome, c'est une entité qui est électriquement neutre. Elle est composée d'une part d'un noyau, qui est composé lui-même de nucléons, et d'un nuage électronique qui entoure ce noyau. Les nucléons qui vont composer le noyau, c'est les neutrons qui ne sont pas chargés, et les protons qui sont chargés positivement. Et les particules qui vont composer le nuage électronique, ce sont les électrons, qui sont chargés, eux, négativement. On va donc pouvoir avoir une neutralité électrique de l'atome avec un équilibre des charges entre les protons du noyau et les électrons du nuage. Par contre, pour ce qui est de la masse, on va avoir la quasi-totalité de la masse qui est rassemblée dans le noyau. Ensuite, pour classer ces atomes, on va pouvoir les classer en éléments, selon leur nombre de protons, qu'on va noter Z et qu'on va appeler numéro atomique. Ce numéro atomique va nous permettre, par exemple, de différencier un atome de carbone, Z égale 6, d'un atome d'oxygène, par exemple, Z égale 8. Pour différencier deux atomes qui ont le même numéro atomique, on va pouvoir utiliser le nombre de nucléons, qu'on va appeler le nombre de masse. Ce nombre, on va le noter A, et il va nous permettre de différencier un atome de carbone 12 d'un atome de carbone 14. Le premier ayant 12 nucléons et le second 14 nucléons. Pour ce qui est de la notation, on va le noter carbone comme ça, le nombre de masse en haut, le numéro atomique en bas, 12,6 pour le carbone. Ces deux éléments, ils vont nous permettre de retrouver d'autres caractéristiques de l'atome. D'abord, si on cherche le nombre d'électrons, il y a autant d'électrons que de protons pour que l'atome soit neutre dans l'atome. Donc ça veut dire que Z est égal certes au nombre de protons, mais aussi au nombre d'électrons. Pour retrouver le nombre de neutrons, pareil, on a tout ce qu'il nous faut. On a A, le nombre de nucléons, donc protons plus neutrons. On a Z, le nombre de protons. Donc pour avoir le nombre de neutrons, on va faire A moins Z. Voilà. Ces éléments, on va pouvoir tous les retrouver dans un tableau qu'on appelle le tableau périodique des éléments. Il va reclasser tous les 118 éléments connus par numéro atomique croissant et il va s'organiser de deux manières différentes. D'abord en périodes, donc c'est les lignes horizontales, comme ça. Ces périodes, elles vont être de n croissant, donc ça on va revenir dessus un peu plus tard dans les vidéos. Et voilà. Et ensuite il va être organisé en colonnes, donc ces colonnes elles sont comme ça. Et la particularité de ces colonnes, c'est que tous les éléments de ces colonnes vont avoir un même nombre d'électrons de valence. Ces électrons de valence, c'est ce qui va permettre de définir des caractéristiques chimiques, des propriétés chimiques de chacun des éléments. Et donc, tous les éléments d'une même colonne vont être d'une même famille chimique et vont donc avoir des propriétés similaires. Pour prendre un exemple, à la fin du tableau, on a la famille des gaz rares ou gaz nobles. Et ce sont que des éléments qui ont la particularité d'être inertes chimiquement. Donc qui ne vont pas établir de liaison avec d'autres atomes. Le modèle qu'on va souvent utiliser pour représenter l'atome, c'est le modèle de Bohr, où on a le noyau au centre et des électrons qui orbitent autour sur des couches définies, un peu comme les planètes autour du Soleil. Ces couches, elles sont selon un niveau d'énergie de plus en plus bas au fur et à mesure qu'on descend proche du noyau. Et plus une énergie est basse, plus la couche va être stable et plus les électrons qui y sont vont être durs à arracher. Mais le problème de ce modèle, c'est qu'il est erroné, parce qu'on va être obligé d'utiliser une méthode qu'on dit probabiliste. En effet, on a un principe qui s'appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui fait qu'on ne peut pas connaître simultanément la position et la vitesse d'un électron, ce qui va rendre ce modèle de Bohr caduc. Au lieu de définir des orbites sur lesquelles les électrons se déplacent comme des planètes autour du Soleil, on va utiliser un autre modèle. On va avoir des orbitales atomiques, donc des volumes dans lesquels on a 95% de chances de trouver l'électron. Ce modèle, on va l'appeler le modèle de Schrödinger, et par rapport au premier modèle, le modèle de Bohr, il va être probabiliste. Donc comme je dis, on va utiliser une probabilité de trouver les électrons dans un certain volume. Pour caractériser ces électrons et leur position, du coup, on va utiliser quelque chose qu'on appelle les nombres quantiques. On a 3 d'entre eux qui sont extrinsèques, qui vont définir l'orbital, où est-ce qu'on va pouvoir trouver ces électrons, et l'un d'entre eux qui est intrinsèque à l'électron, donc qui est spécifique de chaque électron, indépendamment de leur orbital. Maintenant, on va passer à la représentation graphique de ces orbitales. Pour ça, on va commencer avec les orbitales dites S.
C'est des orbitales qui sont sphériques. Et sachez que plus on va monter de couches, donc certes, on a dit que le modèle de Bohr était caduc, mais on va pouvoir assimiler les couches K, L, M du modèle de Bohr au nombre quantique n, donc il va être de 1 pour K, 2 pour L, etc. Plus n est petit, plus le volume va être petit. Et plus on va monter de n, plus le volume va être grand. Donc si on a l'orbital S de la première couche, on va avoir une petite sphère. L'orbital n de la deuxième couche, une plus grande sphère, etc., etc., etc. Ensuite, on va avoir les orbitales P. Donc les orbitales P, on va pouvoir les trouver selon les trois axes du plan. Elles vont être en forme d'espèce de 8, un peu allongée. Donc on va avoir PX, PY et PZ. PX, PY et PZ donc, sont le long de chacun des axes du plan. Et on va avoir une certaine particularité pour ces orbitales, c'est qu'on va pouvoir trouver un plan nodal. Donc par exemple pour PY, je vais le noter ici. C'est le plan qui est défini par ces deux axes. Et pourquoi on s'intéresse à ce plan nodal? C'est parce que à l'intérieur de ce plan, on a une probabilité nulle de trouver les électrons. Donc voilà pour les orbitales P. Je veux juste m'arrêter quelques secondes pour vous expliquer qu'il ne faut pas penser qu'au sein de l'atome, on a soit une orbitale S, soit une orbitale P, soit une orbitale 1S, soit une orbitale 2S, etc. Toutes ces orbitales, elles se superposent. Et à vrai dire, même s'il n'y a pas d'électrons dans les orbitales, l'orbitale existe toujours. Pour faire une analogie, même quand vous n'êtes pas dans votre maison existe toujours. Donc voilà. Pour finir, on va avoir les orbitales D. Celles-ci sont un peu plus dures à décrire. Elles sont en forme de X et au nombre de 5. Elles sont représentées juste ici et elles suivent chacun des axes du plan. Et on va pouvoir retrouver deux plans nodaux cette fois-ci, par orbitale. Voilà. Donc pour conclure, on va se rappeler que les orbitales sont très utiles parce qu'elles vont permettre de représenter en 3 dimensions les volumes, les lieux où la probabilité de trouver l'électron est de 95%. C'est des outils qui vont nous permettre de visualiser, de modéliser les différents atomes, leur nuage électronique, et qui vont nous permettre de déterminer le remplissage du nuage électronique et la manière dont les atomes font des liaisons entre eux. Voilà.